Lori Suarez Hacking est une Américaine de 27 ans, enceinte depuis quelques semaines. Elle est sur le point de déménager en Caroline du Nord car son mari veut continuer ses études de médecine, mais malheureusement, selon ce mari, elle disparaîtra après être partie faire un jogging. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lori Hacking, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui m'a pas mal intriguée. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais vous allez voir, cette histoire est assez dingue. Et voilà, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me soutient énormément. Et aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Lori Kay Suarez Hacking est née le 31 décembre 1976 et a grandi avec ses deux parents adoptifs, Temla et Herald Suarez. Des parents d'ailleurs qui étaient très impliqués dans la religion mormon. En fait, son papa, Herald, qui était originaire de Piracicaba au Brésil, a rencontré Temla alors qu'ils servaient tous les deux comme missionnaires pour l'église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Temla et Harold étaient alors tombés fous amoureux l'un de l'autre et après quelques années, ils ont pris la décision d'adopter un enfant qui a été Lori. Ils ont ensuite emménagé aux États-Unis dans la ville de Fullerton en Californie. Là-bas, Herald est devenu professeur d'espagnol et de portugais au lycée Sunny Hills, mais malheureusement en 1987, alors que Lori n'était âgée que de 11 ans, ses parents vont prendre la décision de divorcer. Lori va alors rester vivre avec sa maman Temla et ensemble, elles vont décider d'emménager l'année suivante dans la ville de Orem en Utah. Dans cette nouvelle ville, Lori va vraiment s'épanouir et elle va même finir par intégrer le lycée Orem. D'ailleurs, en 1994, Lori partira en voyage avec ses amis du lycée à Lake Powell en Utah et là-bas, elle fera la rencontre de Mark Douglas Hacking, un garçon qui était âgé de 1 an de plus qu'elle. De plus, tous les deux vont découvrir qu'ils étaient en fait dans le même lycée. À partir de là, ils vont devenir absolument inséparables et le couple mormon a fini par se marier en 1999. À ce moment-là, Lori était âgée de 23 ans et Mark de 24 ans. Les deux vont alors sembler avoir un mariage très heureux. Ils vont emménager dans la ville de Salt Lake City, toujours en Utah, et Lori va commencer à travailler à la banque Wells Fargo où elle travaillera comme assistante d'agent de change. Pour ce qui est de Mark, il avait continué son parcours scolaire à l'université de l'Utah où il avait obtenu son diplôme du premier cycle quelques années plus tard. Il avait ensuite fait part à Lori qu'il avait envie de continuer ses études dans la médecine et pour ce faire, le couple avait décidé d'emménager en Caroline du Nord pour qu'il puisse intégrer la faculté de médecine de l'université de Caroline du Nord, Chapel Hill. Donc vraiment tout allait pour le mieux et en juin 2004, alors qu'elle était maintenant âgée de 27 ans, Lori va apprendre qu'elle était enceinte. Évidemment au plus grand bonheur de son mari et de sa famille. Dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, donc au mois de juin, elle a été voir la banque là où elle travaillait et elle leur a demandé pour prendre des congés maternité parce que évidemment le couple n'allait pas partir en Caroline du Nord directement, donc Lori devait demander des congés maternité à la banque où elle travaillait, donc elle y a été dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, mais ses congés maternité allaient avoir lieu un petit peu plus tard parce que là elle venait tout juste d'apprendre qu'elle était enceinte, donc c'était pas pour tout de suite. Mais plongeons-nous un mois plus tard, soit le lundi 19 juillet 2004. Il est 10h07 du matin lorsque Mark appelle le 911 pour signaler la disparition de sa femme Lori. Mark va expliquer au téléphone qu'elle était partie quelques heures plus tôt ce matin-là pour faire son jogging dans la région de Memory Grove et City Creek Canyon au nord-est du centre-ville de Salt Lake City. Mais Mark s'inquiète parce qu'elle n'était pas rentrée chez elle entre-temps et son travail avait aussi appelé car elle ne s'y était pas présentée. Le 911 évidemment ne va pas s'affoler directement, ça faisait même pas 12 heures qu'elle avait disparu, peut-être qu'elle allait juste réapparaître, donc
ils ont écouté Marc et ils se sont dit rappelez-nous si dans quelques heures elle est toujours pas là. À 10h46, Marc va rappeler une nouvelle fois le 911 et cette fois-ci, il va leur dire qu'il y a du nouveau parce qu'il vient de découvrir que Laurie avait garé sa voiture près du canyon, là où elle allait courir d'habitude, mais que voilà, il y avait la voiture de Laurie, mais que Laurie n'était pas là. Cette fois-ci, même si Laurie n'avait toujours pas disparu depuis très longtemps, la situation était plus inquiétante et la police a directement réagi. Une recherche a alors commencé et de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour aider. Marc a été évidemment très reconnaissant de toute cette aide et a parlé plusieurs fois devant des caméras de télévision ce jour-là. Les agents de police vont alors chercher après des témoins, peut-être que quelqu'un aurait croisé Laurie pendant qu'elle faisait son jogging, peut-être que Laurie lui aurait dit quelque chose, qu'elle aurait vu par où elle avait été, juste pour au moins savoir où chercher, mais personne ne semblait avoir vu Laurie ce matin-là. À un moment donné, quand même, une femme va venir voir un policier et va lui expliquer qu'elle a vu Laurie. C'est même pas « je crois que j'ai vu Laurie ». Non, elle va dire « j'ai vu Laurie en train de courir près du bosquet. Je l'ai vue à cet endroit-là, donc elle était sans doute par là ». Le policier va évidemment prendre ce témoignage très au sérieux, mais quelques heures plus tard, cette même femme, cette même témoin va revenir voir ce policier et va lui dire qu'elle retire son témoignage. Donc ça c'est très bizarre, mais elle n'a pas donné plus d'informations que ça, elle a juste retiré son témoignage. Les jours vont alors passer sans que la police ne comprenne ce qui avait bien pu arriver et malheureusement ils ne trouveront toujours aucun indice nulle part. Ils ont par contre trouvé des images de caméras de surveillance qui montraient Laurie et Marc dans la nuit du 18 juillet, donc soit la veille de sa disparition, en train de marcher dans la rue et ils sont passés devant un dépanneur de Salt Lake City, mais rien de plus. Et ça c'était quand elle était encore avec Marc, c'était la nuit avant qu'elle parte même faire son jogging, donc ça n'avançait pas grand-chose. Du côté de Marc, jusque-là, il avait donné énormément d'interviews, il avait vraiment montré à quel point il était effondré, à quel point il cherchait sa femme. Mais voilà, quelques jours après la disparition, quelque chose de très bizarre va arriver. En fait, Marc va être retrouvé en train de courir nu en portant simplement des sandales à ses pieds et il courait dans les rues de Salt Lake City devant un hôtel principalement. Évidemment, il va être arrêté, il va être envoyé à l'hôpital pour une évaluation mentale. Évidemment, les policiers vont trouver la situation un peu étrange et d'ailleurs une profileuse du FBI dira « Il a gardé ses chaussures, ce n'est généralement pas quelque chose que nous voyons chez quelqu'un de vraiment psychotique. » Donc là, les policiers trouvent ça bizarre. Pourquoi est-ce que Marc d'un coup semble péter un câble? Alors oui, évidemment, sa femme a disparu, mais quand même, c'est un peu étrange de courir nu comme ça. On aurait dit presque qu'il voulait faire croire qu'il avait un problème mental. Donc là, les enquêteurs se disent on doit chercher un petit peu plus de son côté parce que peut-être qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme. D'ailleurs, autre chose qui a été aussi très bizarre, c'est que pendant que Marc était à l'hôpital justement pour son bilan mental, eh bien, il a décidé d'engager un avocat. D'ailleurs, c'était pas n'importe quel avocat, c'était un avocat assez connu dans la communauté qui était un avocat de la défense. Donc là, évidemment, pour les policiers, ça voulait quand même dire beaucoup. Et donc ils ont encore un peu plus accéléré les recherches contre Marc. Les enquêteurs vont alors se mettre à interroger la famille et les proches de Laurie, et là, ils vont faire une très grosse découverte à propos de Marc. Alors rappelez-vous qu'à la base, il a pour but d'emménager bientôt en Caroline du Nord avec Laurie pour pouvoir continuer ses études de médecine. Eh bien, la police va apprendre que Marc ne pouvait tout simplement pas poursuivre ses études en question car il n'avait absolument jamais obtenu son diplôme du premier cycle à l'université d'Utah. Donc là, on se dit que Marc avait menti encore et qu'il s'était embourbé dans ses mensonges. Tout le monde à ce moment-là le croyait destiné à une grande carrière de médecin, mais il n'avait en fait jamais obtenu son diplôme en 2004 comme il l'avait dit. Il avait en fait arrêté ses études en 2002 et depuis il faisait semblant d'assister à des cours, semblant d'étudier des manuels, d'écrire des dissertations et il avait également voyagé à travers tout le pays pour de faux entretiens dans différentes écoles de médecine. D'ailleurs, l'école de médecine en Caroline du Nord où il devait aller étudier n'avait aucune trace de sa candidature.
Donc ça faisait 2 ans maintenant que Mark ne faisait que mentir à sa femme, à sa famille et à ses amis. Quand la police a fait cette découverte, évidemment, la famille de Mark va être extrêmement choquée. Il venait d'une famille où l'éducation était très valorisée, son père était pédiatre et sa maman infirmière, et ses 2 frères étaient en train de faire carrière dans la science. Mark avait alors eu une énorme pression sur les épaules et il se devait d'avoir un parcours scolaire au moins à la hauteur de celui de ses frères. Donc suite à toutes ces découvertes, Mark fut arrêté le 2 août 2004 et soupçonné du meurtre aggravé de sa femme. Aggravé, je le rappelle, parce qu'elle était enceinte de 5 semaines à ce moment-là. En fait, après l'arrestation, l'appartement de Mark et Lori a été fouillé et des experts ont retrouvé du sang à plusieurs endroits dans l'appartement, notamment sur un couteau qui a été retrouvé dans la chambre, sur la tête de lit de Lori et dans la voiture de Lori. De plus, le 24 juillet, les frères de Mark, Scott et Lance Hacking, iront voir Mark alors qu'il était toujours à l'hôpital psychiatrique et après l'avoir confronté, Mark va leur avouer avoir bel et bien assassiné Lori. Évidemment, ses frères iront directement voir la police pour les informer que leur frère venait de tout avouer. Des accusations de meurtre au premier degré ont alors été déposées contre Mark le 9 août 2004 et l'enquête a alors pu continuer. Donc là, je vous précise, Mark a avoué à ses frères, mais c'est pas du tout un aveu officiel. Ça a permis d'accuser Mark de meurtre, mais à ce moment-là, il se dit toujours innocent. Mais donc l'enquête va pouvoir continuer, mais malheureusement pendant des jours, encore une fois, rien ne sera retrouvé. Mais heureusement, le 1er octobre 2004, vers 8h20 du matin, les choses vont évoluer. Des chercheurs ont en fait retrouvé des restes humains dans la décharge du comté de Salt Lake. Cet après-midi-là, la police avait alors confirmé que ces restes étaient ceux de Lori Hacking. En plus de ça, dans cette décharge, les enquêteurs retrouveront un grand tapis qui aurait servi à enrouler le corps de Lori pour le transporter jusqu'à une benne à ordures. Donc là, les enquêteurs avaient le corps de Lori et à présent, ça allait être bien plus facile pour arriver à prouver que Mark était bel et bien l'assassin. Par contre, pour les enquêteurs, il restait une grande question. Ils voulaient comprendre pourquoi est-ce que Mark était passé à l'acte et pourquoi à ce moment précis. Eh bien, on va découvrir en fait que récemment, Lori avait semblé comprendre que Mark lui mentait. En fait, le 16 juillet, Lori avait décidé d'appeler la faculté de médecine de Mark pour demander une aide financière. Évidemment, lorsqu'elle a appelé, on va lui annoncer que Mark Hacking n'est pas du tout dans l'ordinateur de l'école. Personne ne sait qui c'est et d'ailleurs, la personne que Lori avait au téléphone lui dira que aucun Mark Hacking n'a même postulé dans cette école. Donc là, Lori était assez retournée et elle s'est dit « mais quoi? Mais est-ce que mon mari m'a menti ?» Et d'ailleurs, elle était au travail à ce moment-là et certains de ses collègues ont vu Lori en train de pleurer et de partir du travail en larmes. Ce jour-là, c'était le 16 juillet et en soirée, Lori devait revenir au travail parce qu'en fait, ses collègues lui avaient organisé une fête de départ en maternité et donc ça tombait justement ce soir-là. Elle y est alors allée avec Mark et selon ses collègues, tout paraissait assez normal. Ils ont finalement pas questionné Lori sur pourquoi est-ce qu'elle avait pleuré plus tôt au travail. Et d'ailleurs, ils y ont même plus vraiment pensé parce qu'elle paraissait joyeuse et très proche de son mari. On comprend par là que soit son mari l'avait rassurée, soit elle a fait semblant de rien parce que c'était pas le moment, tout simplement. Mais on va apprendre qu'en fait, c'est en rentrant de cette fête que Lori a décidé de parler de sa découverte à Mark. Elle lui a en fait expliqué que plus tôt dans la journée, elle a téléphoné à la faculté de médecine, qu'on lui a dit qu'il n'était pas dans le registre des élèves de cette faculté, et Mark a paru tout étonné et lui a dit « T'en fais pas, c'est un problème, je vais arranger la situation, il n'y a aucun souci ». Et Lori a paru assez rassurée. Juste après ça, elle a alors rappelé l'école de médecine, mais il était tard, donc elle a laissé un message sur le téléphone d'un des administrateurs scolaires et elle lui a alors expliqué la situation et elle lui dira même que son mari allait tout arranger. Mais voilà, même si Lori à ce moment-là a semblé croire son mari, peut-être, selon les enquêteurs, ça a comme fait un déclic dans la tête de Mark et il s'est dit qu'à un moment donné, il devrait bien dire la vérité à Lori,
qu'il savait pas comment il allait faire et peut-être que ça a été le moteur de son plan macabre. Aussi, pendant que les officiers de police fouillaient l'appartement du couple dans la chambre d'amis, ils vont retrouver une lettre dactylographiée qui avait été écrite par Laurie et qui s'adressait à Mark. On ne sait pas quand cette lettre a été écrite, mais par contre les enquêteurs se disent que peut-être elle datait du 16 juillet lorsque Laurie avait appelé la faculté de médecine. Donc peut-être que Laurie avait écrit cette lettre juste avant de se faire rassurer par son mari. Quoi qu'il en soit, dans cette lettre, elle suppliait Mark de changer son comportement. Et d'ailleurs, je vais vous en lire un extrait. « Je veux vieillir avec toi, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi si les choses ne changent pas. » Donc là, suite à toute cette avancée dans l'enquête, les policiers ont pu commencer à recoller les morceaux et ils ont même pu mettre au point un scénario possible. Selon eux, Mark aurait agi seul et aurait tué Laurie dans leur appartement pendant qu'elle dormait dans la nuit du 18 au 19 juillet. Grâce au rapport du médecin légiste, on sait que Mark se serait servi d'un fusil de calibre 22 pour tirer sur Laurie et qu'il l'aurait ensuite emballé dans un tapis, mis son corps dans la voiture de Laurie, l'aurait conduit jusqu'à une benne à ordures et aurait ensuite jeté le corps à l'intérieur avec le tapis. La famille de Laurie a alors fait un communiqué qui s'adressait directement à Mark et ce communiqué disait « Épargne à ta famille le chagrin et le coup et plaide coupable de meurtre ». D'ailleurs, il faut savoir que dans cette affaire, la famille de Mark et la famille de Laurie va être très soudée et la famille de Mark, les parents de Mark, vont énormément soutenir ceux de Laurie. Mais bon, malgré ce communiqué fait par les parents de Laurie, eh bien le 29 octobre, Mark a tout de même plaidé non coupable pour ses accusations de meurtre au premier degré. C'est seulement 6 mois plus tard, le 15 avril 2005, que Mark va enfin accepter de plaider coupable en échange de l'abandon des procédures pour d'autres charges. Dans ces autres charges, il y a notamment le fait qu'il ait tué une femme enceinte, c'est un meurtre aggravé, mais ça, disons que la justice acceptait de le laisser tomber s'il plaidait coupable du meurtre au premier degré de Laurie. Donc au moment de ses aveux, Mark dira « J'ai intentionnellement tiré sur Laurie Hacking dans la tête avec un fusil 22 le 19 juillet 2004. » Et puis le jour de sa condamnation, Mark a décidé d'enfin parler de Laurie et il dira « Elle était la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, mais je l'ai tuée. J'ai pris la vie de mon enfant à naître et je l'ai mis à la poubelle. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je l'ai fait. » C'est donc le 6 juin 2005 que Mark Hacking a été condamné à une peine de prison à perpétuité avec une peine de sûreté de seulement 6 ans. Ça veut donc dire que Mark devait rester en prison donc minimum 6 ans et maximum toute sa vie. Mais bon, en juillet 2005, le Conseil des grâces de l'Utah a finalement déclaré que Mark devrait rester en prison jusqu'au minimum 2035 parce qu'évidemment le fait que ce soit 6 ans minimum en prison, 6 ans de peine de sûreté a insurgé énormément de monde. En apprenant cette nouvelle, la mère de Laurie, Tamla, a publié cette déclaration. Bien que ce soit un terrible gâchis de sa vie, cette décision enlève un lourd fardeau de mon esprit et de mon cœur. Le minimum de 6 ans imposé par la loi est une insulte non seulement à Laurie et au bébé, mais à moi et à ma famille également. Je remercie les membres du Conseil national des grâces et des libérations conditionnelles pour leur diligence et leur sens de la justice dans le traitement de cette affaire tragique. Ma foi en notre système judiciaire a été confirmée. Aussi, après cette condamnation, la famille de Laurie a retiré le nom Hacking de la pierre tombale de leur fille. Ils ne voulaient absolument plus qu'elle porte le nom de famille de son assassin, même si elle était décédée en étant mariée avec lui. À la place, le nom Hacking a été remplacé par le mot portugais filhinha qui se traduit par petite fille. Il faut savoir que le cas de Laurie a aussi fait progresser pas mal la justice. Évidemment, à l'époque, cette peine de sûreté de seulement 6 ans qui avait été infligée à Mark avait choqué tout le monde et donc en réaction à ça, le 20 mars 2006, le projet de loi 102 de l'Utah House, également connu sous le nom de loi de Laurie, a été promulgué. Cette loi stipule que chaque personne dans l'État de l'Utah qui serait reconnue coupable de meurtre au premier degré devrait passer un minimum de 15 ans en prison avant de pouvoir être éligible à la libération conditionnelle. Donc ça a été une grosse avancée dans le système judiciaire de l'Utah et ça a été au nom de Laurie. Mark, de son côté, a accepté sa condamnation et s'est exprimé en disant « Si vous empruntez un chemin de mensonge, arrêtez-vous maintenant et faites face aux conséquences.
Quelles que soient ses conséquences, elles seront meilleures que la douleur que vous vous causez à vous-même et aux autres. Mais bon, malgré tout, Mark n'a pas vraiment semblé vouloir se repentir parce qu'en 2006, les gardiens de la prison de l'Utah se sont rendus compte que Mark vendait ses objets personnels comme des autographes, des tracés de sa main et même divers formulaires de prison sur un site en ligne appelé Murder Auction où des sortes de fanatiques de meurtriers leur achètent des choses qui leur appartiennent. Mais bon, suite à cette découverte, les responsables de la prison ont indiqué que Mark avait accepté de ne plus vendre ses objets personnels et je trouve que c'est la moindre des choses. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que Thelma, la mère de Lori, a échangé pas mal de lettres avec Mark lorsqu'il était en prison. Elle dira en fait qu'elle en avait besoin et que grâce à ça, elle a réussi à pardonner à Mark, bien qu'elle pleure encore chaque jour la perte de sa fille évidemment. Elle dira qu'elle ne s'en remettra sans doute jamais, mais que le fait d'avoir pardonné lui a apaisé l'esprit. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est assez dingue tout ce que le mensonge peut pousser à faire. C'est vraiment fou, mais c'est sûr que le meurtre n'était pas la solution et que c'était juste la pire solution possible. Oui, peut-être que s'il avait dit la vérité, sa femme l'aurait quitté, qu'il aurait peut-être pas pu vivre en permanence avec son enfant, mais malgré tout, il aurait pu voir son enfant grandir, là ça n'arrivera jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce en l'air si l'histoire vous a intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!